Alors, je vais peut-être commencer par vous présenter les intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer à cette soirée sur le thème de l'ambition. Je vais commencer peut-être par toi, Marianne. Marianne qui est ici, Marianne Erny. Marianne Erny, on a beaucoup parlé du terme slasheuse et slasher, à différentes casquettes, différentes activités. Elle travaille notamment pour la HEG, mais même à la HEG et à la Haute École de Gestion de Genève, elle a plusieurs casquettes, car elle est conseillère stratégique pour la Haute École, mais également chargée de cours. Elle a une autre casquette qui est d'être indépendante et entrepreneur, indépendante, principalement dans le domaine du conseil autour de la communication. C'est juste. Et elle est récemment, peut-être certains et certaines d'entre vous ont vu l'article dans Le Temps, non pas directrice, présidente du Cercle suisse des administratrices. Voilà pour Marianne. Est-ce que j'oublie de dire un truc, Marianne ? Juliette Allais, qui est celle qui vient de plus loin, parce qu'elle vient de Paris, qui a aussi été celle qui nous a titillé au départ de nos réflexions, car Juliette est psychanalyste, mais également auteure de différents livres. C'est ça que je voulais voir avec toi avant, lesquels je citais. Voilà, regardez sur Internet. Et puis, mais principalement, ces thèmes, dont celui qui nous a intéressés et interpellés, c'est de travailler sur les questions transgénérationnelles. Et ce qui nous titillait, c'était l'impact de la famille, des aïeux et de l'environnement familial sur la question de l'ambition. Et Juliette, tu as aussi beaucoup travaillé avec les femmes sur la question de l'ambition, notamment. Énormément. Alors, Colette Free, on s'était dit, quand on a eu cette collaboration avec vous et le Bureau pour l'égalité, on s'était dit ce serait super si vous viendriez au début faire aussi un speech d'accueil pour les personnes qui viennent. Et puis, quand Colette, vous nous avez transmis le speech, on s'est dit c'est tellement riche qu'en fait, si vous n'avez rien prévu pour votre vendredi soir, on va vous proposer de venir. Et puis, on prendra aussi un petit temps. Vous avez tous, il y a des sacs qui sont justement gracieusement offerts par le Bureau de l'égalité sur cette, et ça, peut-être vous en parlerez à la fin de la table ronde. Je suis une légende sur l'engagement pour l'égalité entre femmes et hommes, particulièrement sur l'égalité professionnelle en raison des 20 ans de la loi. Est-ce que j'ai dit que vous étiez directrice du Bureau de l'égalité ? Oui, il me semble que j'ai dit. Voilà. Colette, est-ce que j'oublie quelque chose ? Sylvie Reinhardt, qui vient aussi d'assez loin de Zurich. Sylvie, moi j'avais eu un coup de cœur quand je t'avais entendu au TEDx de Lausanne, je crois en début d'année. Et puis, je le dirai pourquoi, parce que on en parlera peut-être après. Tu avais fait un lien que je trouvais absolument génial entre Woodstock et la Silicon Valley, qui allait dans ce sens de dire que la présence de la culture, des makers et des cultures alternatives ont tout leur sens, parce qu'elles sont aussi à la base des innovations du monde de demain, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Moi j'ai dit toujours que tu es biberonnée, tu es une start-upeuse. Je crois que tu as commencé vers 18 ans, il me semble, 20 ans. Vers 20 ans par monter ta première entreprise, start-up. Depuis, tu as aussi différentes casquettes. Tu as aussi un côté slasheuse. Tu es notamment engagée pour le fonds de développement Engagement Migros. Principalement, c'est accompagner la création des projets et soutenir des projets dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat social ou entrepreneuriat créatif. Tu es aussi indépendante, tu as aussi ton cabinet de conseil. Tu es un peu casquette entre digital, tech, innovation, entrepreneuriat et culture. Voilà, tu vois, c'est moi qui l'oublie, la honte. Nicolas Novak, qu'on appelle notre monsieur futur, pas du futur, mais futur, qui a aussi plusieurs casquettes, parce que tu as cofondé un Future Laboratory Lab, qui est en fait aussi entre plusieurs continents. Alors Nicolas travaille entre différents pays, mais même différents continents, parce qu'il me semble qu'un des cofondateurs est aux États-Unis. Et puis travaille depuis une bonne quinzaine d'années sur la conception du futur, comment imaginer, concevoir le futur, en formation, en conseil. Tu as aussi différentes casquettes parce que tu es aussi, est-ce que c'est chargé de cours, c'est ECAL et aide ou aide ECAL ? Aide surtout. Aide surtout, la aide à Genève et l'ECAL, un petit peu. Et il pense qu'à bouffer. Mais c'est lui aussi. Et là, j'ai pas mangé, c'est catastrophique. Alors, l'idée, c'est aussi de donner le là pour démarrer cette table ronde où on va laisser nos intervenantes échanger un petit moment, puis après, vous serez les bienvenus pour poser des questions, échanger. On a cette partie qui est prévue pour que tout le monde puisse participer également. Puis maintenant, je suis en train de me faire Amstramgram, pique, collègue, par qui je commence. En fait, peut-être, j'avais envie de
commencer par, puis vous laissez aussi la liberté à vous, mais en fait non, pas du tout. Sylvie, parce que quand tu m'as dit, avec tout ce que tu avais dans le pipe, tu m'as dit, mais ce thème m'intéresse et j'ai envie de venir parce qu'il m'interpelle. Vous avez un micro, je crois. Tu le manges pas. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que ce thème te titillait ? L'ambition me titille beaucoup parce que pour moi, clairement, c'est changer les choses, l'ambition. Et beaucoup de fois, ça nous pousse aussi un peu à nous dépasser, quitter notre zone de confort. Ça peut être très positif, mais ça peut être un peu fatigant. Et je suis plutôt dans une phase où je questionne un peu mon ambition. Donc, je trouve ça très passionnant de discuter de ça. Puis, comme dans la présentation, je voyais vraiment que je me reconnais dans la partie « oui, je suis ambitieuse parce que je veux changer les choses ». Et puis plusieurs fois aussi, si j'ai pris des postes de direction, c'était pas parce que je me disais « ouais, je dois être directrice », mais plutôt parce que j'observais les gens qui avaient les postes de direction, ce qu'ils faisaient. Je me disais « bon, peut-être je peux faire autant aussi ». Ou mieux. Ou mieux. Donc ça, c'était plutôt la motivation. Donc toi, il y a un peu deux pôles, parce que d'un côté, tu dis, en fait, c'est cette envie de changer les choses, d'aller de l'avant, donc il y a une énergie très positive, mais il y a aussi un peu la fatigue. Des fois, j'aimerais bien un peu regarder les arbres, et puis que l'ambition, elle a un peu qui tout double. Elle a un côté, elle peut être fatigante. Puis il faudrait appliquer la même ambition pour rester zen, je pense. Ce serait aussi simple que ça. Oui, la même énergie pour rester zen. Et du coup, Juliette, de ton côté, quand on parle de cette notion de l'ambition, est-ce que déjà, c'était par rapport aux époques, par rapport aux générations, c'était la même chose avant ? Est-ce que tu arrives à faire un lien entre les éducations qu'on a eues et ce rapport qu'on peut avoir à l'ambition, comme tu as vu dans l'enquête ? L'ambition, c'est essentiellement une question centrale, je pense, déjà pour tout le monde. Hein. C'est vraiment une question cruciale pour moi, c'est-à-dire comment on fait pour se déployer. Et ça concerne tout le monde, en fait, quel que soit le moyen qu'on prend et ce qu'on choisit. Mais en fait, c'est toujours ancré dans un terreau familial particulier. C'est-à-dire on n'est jamais ambitieux tout seul. On est ambitieux avec des générations qui nous précèdent et qui ont pensé des choses là-dessus, sur ce que c'était de réussir, en étant une femme, en étant un homme, sur ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un énorme terreau où il y a plein de choses qui ont été brassées sur ce qui est bien ou pas bien et de faire pour être heureux. Donc pour moi, l'ambition, c'est ça, au fond. C'est comment nous, individus, intrinsèquement, on arrive à mettre en forme notre désir particulier et singulier en venant de cette famille-là, en ayant eu cette place-là dans la famille et en rencontrant le monde tel qu'il est avec ses limitations, ses difficultés et la réalité d'un monde qui se transforme. Et en fait, je trouve que cette question-là, elle est énorme parce qu'elle peut être prise par plein de fenêtres différentes. Et quoi dire, voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais oui, tu réponds. C'est l'introduction aussi à cette question-là. J'aurais presque envie de rebondir avec toi, Nicolas, en disant, il y a cette idée de vouloir apporter quelque chose, il y a l'idée aussi de vouloir changer le monde. Donc, une énergie, on avait le mot amour qui revenait. Et toi qui as travaillé avec des villes, avec des entreprises, est-ce qu'ils tiennent compte de ce besoin d'amour et de changer les choses quand ils te mandatent ? Alors, je pense qu'il faut faire des nuances entre les types d'organisations, mais la plupart du temps, moi dans mon travail, ce que j'accompagne des clients à se représenter demain, donc c'est pas du tout à prédire le futur. Je sais pas faire ça, même en mangeant beaucoup. C'est plutôt d'essayer de faire travailler les différentes personnes qui sont autour de la table à se représenter des futurs possibles, des scénarios possibles. Et naturellement, quand et ça c'est quelque chose que je remarque justement dans toutes les organisations, qu'elles soient privées et publiques, c'est que c'est les individus qui répondent, c'est les personnes, c'est pas nécessairement mettons un cas caricatural, une entreprise qui veut juste maximiser ses profits, c'est des individus qui savent bien que le futur représente quelque chose pour eux, pour leur famille, pour les gens qui les côtoient, et du coup répondent en général par rapport à ça. Et ce qui est assez problématique, diablement problématique, c'est parfois qu'il y a un décalage entre ces espèces d'imaginaires projetés par ces individus et puis ce que l'espèce de futur possible que l'organisation en tant que telle veut amener. Et donc, tu auras un exemple disons que un exemple sur lequel j'ai pu travailler récemment sur les questions
qui nous touche tous, hein, de l'automatisation, d'avoir des machines qui pourraient potentiellement faire notre travail à notre place. On voit bien que quand je fais des ateliers sur ces questions avec des organisations, au niveau organisationnel, il y a pour des impératifs de faire baisser les coûts, ce genre de scénario peut être attrayant, mais dès qu'on fait parler les personnes sur comment elles imaginent leur futur, comment elles imaginent leur travail, leur famille, le travail de leurs enfants, c'est pas du tout ça qui les intéresse. Et donc c'est cette espèce de décalage qui est intéressant de mettre en avant pour montrer que est-ce qu'on a une ambition individuelle au sein de l'organisation, une ambition collective au niveau du monde, de changer les choses dans un sens qui est plutôt positif pour la collectivité ou pas. Et du coup, par rapport à cette représentation, je vais aller de votre côté, Colette, par rapport à cette représentation du futur, que ce soit en entreprise ou au niveau individuel, est-ce que vous avez l'impression qu'on permet aux petites filles, aux petits garçons et aux hommes et aux femmes d'avoir les mêmes représentations du futur ? Alors en tout cas en termes de représentation de comment se projettent les petites filles et les petits garçons dans leur carrière ou dans leur équilibre de vie, la conciliation des vies, il y a eu du chemin qui a été fait notamment depuis l'inscription de principe d'égalité dans la Constitution fédérale. Cette année on fête les 35 ans de ce principe d'égalité, on fête les 20 ans de la loi sur l'égalité, mais on s'aperçoit dans cette année où on en a profité aussi pour faire des bilans, qu'on a fait du chemin, mais il y a encore du chemin à faire. D'où le rôle des bureaux de l'égalité, pas seulement celui de Genève, mais de toute la Suisse, au fait, de pouvoir donner les moyens aux personnes, donc par différentes actions, que ce soit dans les écoles, auprès du grand public ou dans les entreprises, de donner les moyens de créer des conditions de travail qui permettent à femmes et hommes de se projeter dans l'avenir et de déployer leurs ambitions, de les réaliser, que ce soit en termes de conciliation des vies ou de carrière à investir, et puis aussi en termes de représentation du masculin et du féminin, de déconstruire les stéréotypes pour que l'ambition soit perçue positivement pour les femmes et pour les hommes, pour les filles et pour les garçons, et aussi pour que dans la projection d'un futur en termes de carrière, il y ait une plus grande parité dans les métiers, puisqu'on sait qu'il y a seulement 10% des filles qui investissent des métiers techniques, informatiques ou des sciences, et seulement 16% des garçons qui investissent plutôt les métiers dans les sciences humaines ou dans le social ou dans la santé, et que ça ne correspond pas forcément aux ambitions de chacune et de chacun, mais aussi à des représentations qui ont la vie dure et qui sont véhiculées par les médias, par les familles, par tout un environnement. Donc notre travail, c'est vraiment de promouvoir et des conditions de travail et des représentations plus égalitaires pour que chacune et chacun puisse se projeter dans un avenir et vraiment réaliser leurs ambitions, qu'elles soient politiques, professionnelles, d'engagement bénévole ou familial. Merci. Est-ce que Marianne, je rebondis vers toi, tu as l'impression que ça marche ? Moi, c'est un vaste programme, mais c'est vrai que les choses avancent beaucoup. J'aurais peut-être au départ dire quelque chose d'assez personnel, parce que à titre, je suis féministe, je suis née féministe en 1978, j'avais plus ou moins 20 ans. Et puis, donc, j'ai bien compris pendant toutes ces années, en observant, en militant, que l'ambition était un vilain mot pour les femmes. Je voyais bien ça, en tout cas, pour beaucoup de femmes. Si on disait cette ambition, c'est « Ah oui, non, mais c'est rayer les dents rayent le parquet, je vais écraser les autres ». Donc ça, j'avais bien vu. Mais en fait, je ne m'étais jamais demandé ce qu'était l'ambition pour moi, jusqu'il y a une année où il y a un de mes amis très chers qui m'a dit... en parlant de son fils, ouais, c'est un peu comme toi, il paye pas de mine, comme toi, tu n'avais aucune ambition à l'université, et puis finalement, tu as fait un beau parcours. Je me suis dit, bon, ça doit être un compliment, bien sûr, mais tout d'un coup, je me suis dit, et toi, Marianne, alors l'ambition, c'est quoi pour toi ? Et c'est vrai que j'ai jamais pensé en termes d'ambition, jamais. Par contre, j'ai pensé en termes de projet. J'ai toujours eu des projets, donc en fait, ça revient au même. Donc, ce qui m'interpelle, ça a été évoqué aussi à quel point ce mot ambition est chargé, comme le mot féminisme, du reste, c'est une autre histoire. Mais comment on fait pour qu'un tel mot, finalement, évolue et retrouve un certain dynamisme. Et puis, il y a une autre chose qui me paraît très importante qui a été dit, c'est le mot énergie.
C'est que moi, j'ai de la peine à dissocier l'énergie de l'ambition. Voilà, déjà, c'était pour voir d'où moi je pars Parce que tu posais la question à Marianne, et je sais que vous avez la réponse puisqu'on en a parlé hier au téléphone, sur si ça a changé, si tout ce qui est mis en place a une incidence. C'était ça ta question. Et Marianne, vous me disiez au téléphone. Oui. Alors donc à la Haute École de Gestion où je travaille, j'ai aussi pas mal d'étudiantes qui font des travaux de bachelor. Et en fait, ce que je pense, c'est que les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles sont en tout cas armées comme les hommes, les jeunes hommes, pour affronter leurs projets, enfin mettre en place leurs projets. On le voit quand elles font des présentations, quand elles se présentent. Donc elles ont ces outils-là. Après, il faudrait aller plus loin dans les analyses, de faire des vraies enquêtes. On en a fait dernièrement une avec une de mes étudiantes. Elles ont cette envie de l'entrepreneuriat. La question, c'était de dire est-ce que vous avez envie de créer votre entreprise? Parce qu'à l'école, on voit des garçons, ils ont déjà commencé. Mais on a l'impression qu'il y a moins de filles qui ont déjà commencé à se lancer. Et en tout cas, elles ont envie. Mais quand même, l'histoire de la famille, visiblement, mais c'est une perception, reste quand même... ça fait partie. Est-ce que je vais pouvoir en même temps faire ma famille et travailler? Il me semble que ça reste encore quand même très actuel. Et du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, Sylvie, je me tourne vers toi, parce que tu disais, mais au fond, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme qui accompagne aussi des entrepreneurs et des entrepreneuses, a priori, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de différence, au fond. Et puis, au fond, quand je regarde plus ou quand je lis, je me rends compte qu'il y a certains biais inconscients ou des choses qui ne sont pas tout de suite visibles, mais quand même. Je pense déjà c'est mieux. Moi, j'ai commencé assez tôt, à 20 ans, quand j'avais pas encore cette question de famille. Donc ça, peut-être, c'est bien. Après, oui, c'est vrai que beaucoup de fois, on se dit, non, franchement, il n'y avait pas de différence. Après, on réfléchit un peu, on se dit, bon, il y avait quand même des blagues un peu bizarres. Et puis, on apprend à le prendre cool. Mais je pense qu'il y a une différence. Mais par rapport à ma mère, j'ai beaucoup discuté avec elle aussi de cette question. Pour moi, par exemple, maintenant, la connotation, l'ambition, elle est vraiment purement positive. Moi, j'adore l'adrénaline. Je trouve ça génial. Donc, mais oui, je pense qu'il y a... Mais toi, tu as autant de projets d'hommes, de femmes ou de start-up, tu vois, c'est très équilibré pour toi au niveau des ambitions d'entrepreneuriat que tu observes autour de toi? C'est déjà pas mal, c'est 40-60, mais il faut dire qu'avec Engagement Migros, on accompagne des projets qui ont toujours une vocation un peu d'impact. C'est pas des projets purement return on investment. Donc je pense dans ce domaine plutôt d'entrepreneuriat social, probablement, il y a presque une égalité, j'ai l'impression. Et de ton côté, quand tu es invité à réfléchir avec des entreprises, Nicolas, est-ce que tu as l'impression que les personnes qui réfléchissent aux représentations du futur, c'est autant des hommes que des femmes? C'est là où il y a un biais, je pense. Dans les travaux que j'ai pu mener avec des différents clients, il y a un souhait justement de faire attention à la diversité des genres, mais ça peut être aussi diversité ethnique, d'âge, et du coup, c'est pas forcément représentatif en fait de comment ces organisations sont structurées. Maintenant, c'est quand même un effort qui est intéressant. Puis ça me fait, tout ça me fait penser que si je mets ma casquette d'enseignant à la HED, donc moi j'enseigne dans un master qui est lié des technologies, des nouveaux médias. Et puis je vois quand même statistiquement c'est de plus en plus de femmes, même plus que des hommes. Alors c'est pas forcément il faut pas forcément se dire que c'est révélateur ou un échantillon représentatif de la société, mais il peut y avoir des moments, des formes des endroits attirants qui peuvent montrer qu'il y a un souhait ou un souci de diversité, et du coup renforcer encore cette diversification. Et ça je pense que c'est intéressant, et c'est des choses qui se construisent avec le temps, d'où l'intérêt, ce qui était discuté tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin, c'est des choses qui se construisent, il ne faut pas s'arrêter et essayer d'imaginer des choses qui évoluent et des actions qui permettent d'aller dans ce bon sens. Oui, il y a Marianne, après j'avais une question pour Juliette, mais il y a Marianne qui voulait juste rebondir. Moi, j'ai quand même l'impression, c'est vrai qu'au niveau des études et des étudiants et même des statistiques de diplômés, c'est assez bon, quoi. Je veux dire, les filles, elles y vont, il faut encore travailler tout ce qui est scientifique et comme ça, mais voilà, il y a une vraie... Après,
de continuer, d'aller plus loin. Et là, c'est là, à mon avis, qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et ça, je trouvais l'étude très intéressante, mais je pense... j'émets une hypothèse que les hommes qui ont répondu à cette enquête sont des hommes qui déjà se posent ces questions-là, sont déjà sensibilisés à ça. Parce que après, c'est tout un changement vraiment profond qu'on doit initier. Ok, les femmes aussi, déjà, nous aussi, nous positionner autrement, de se positionner autrement peut-être par rapport à la famille, de faire d'autres places, de faire plus confiance aux hommes aussi. Je pense que ça fait partie du jeu. Mais après, c'est dans les entreprises, comment on réfléchit, comment on discute pour trouver un nouveau mode de gestion. Et je pense que pour moi, beaucoup, c'est là aussi que ça se joue. Et ça, c'est un vrai travail où chacun d'entre nous peut vraiment amener quelque chose en ayant ses propres exigences, en essayant de voir qu'on peut essayer d'avancer. Et du coup, je veux juste poser une question à Juliette, parce qu'on a beaucoup parlé des institutions, des écoles, de ce qui peut être mis en place, de ce qu'on observe dans le secteur public, mais tout ça se joue aussi dans l'enfance. Oui, et je voulais, parce que voilà, qu'on revienne sur ce côté transgénérationnel éducatif. Parce que, comme tu dis, ça se construit dans l'enfance avec des parents et des gens qui ont déjà toute une histoire. Donc, ces gens vont nous formater, vont nous pousser à être comme ci ou comme ça. Et quand on revient à la question des femmes, c'est vrai que les femmes ont envie de faire plein de choses, ça c'est clair, personne ne va dire le contraire, qu'elles ont envie de se libérer, d'aller plus loin, de faire des choses différentes. Mais à un moment, c'est comme si ça rencontrait un truc ça va buter à un seuil que les femmes peuvent pas dépasser. Et je pense que la question, elle est là, c'est à un moment, c'est quoi cette limite qui se met en place ? Parce d'abord, les femmes vivent dans un monde d'hommes, essentiellement pensés par des hommes dans des logiques quand même pas mal masculines, et leurs logiques à elles sont un peu différentes. Donc elles vont devoir s'adapter à un monde qui n'est pas fait pour elles ni par elles, en essayant de se faufiler et d'avoir une place. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Devenir des hommes ou renoncer ? Alors, souvent, on a cette bascule-là. Les femmes deviennent très très masculines et elles prennent le pouvoir dans un truc affreux, comme on peut se le représenter. On voit des stéréotypes de femmes qui sont plus des femmes. Ou alors elles renoncent et finalement elles restent en deçà de ce qu'elles sont. Et je pense que toute la question, c'est que pour chaque femme se joue cette question-là individuellement. Comment j'arrive à aller là où je veux aller sans culpabilité et à me dire mais c'est ok, allez, j'y vais et je prends les moyens de le faire. Et ça demande de faire toute une exploration de la manière dont on s'est positionné petite. Mais justement, je voulais revenir sur ce truc de petit et petit, parce qu'au fond, dans une famille, on positionne aussi les garçons d'une certaine manière. Enfin, il y a aussi beaucoup les garçons, enfin, on pourrait demander, il y en a un là, où on pourrait voir si, au fond... Ouais, bah oui. C'est au fond, la manière dont on est éduqué par rapport à l'ambition, par rapport à son futur, les clichés, les stéréotypes de l'enfance vont bon train des deux côtés. Et j'aurais peut-être voulu que tu nous dises peut-être un peu, qu'est-ce qui s'observe dans l'enfance et chez les garçons et chez les filles comme injonction ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Comment ça va impacter leur ambition ? Spécifiquement des exemples. C'est assez clair que les femmes, c'est finalement... soit une bonne épouse quand même, parce que être une mère, c'est ce qu'il y a de primordial. Donc, ok, tu peux te réaliser, mais au fond, le plus important, c'est ton bonheur avec tes enfants et ton mari. Il y a beaucoup ça. Alors après, évidemment, il faut mettre un bémol, c'est pas comme ça chez tout le monde, et ça va dépendre de ce qu'a fait la mère et la grand-mère, et puis de toutes les femmes qui nous précèdent. Mais très souvent, le petit garçon est naturellement poussé à prendre une place dans le monde, et il y aura pas de problème, quoi. Donc, il y a déjà au niveau de l'éducation, l'enfant qui est conçu est pensé différemment. On se le représente avec des idées et des conceptions qui sont en fait un peu d'un autre âge.
Et puis après, si je reviens, parce que aussi sur les hommes, parce qu'au fond, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent, même si on touche pas au niveau légal, on touche pas au côté, parce que là, il y a vraiment des décalages égalitaires très forts, mais en termes psychologiques dans l'enfance, j'imagine que tous les petits garçons qui sont encore aujourd'hui élevés avec serre les fesses, pleure pas, va de l'avant, ça a aussi de l'impact sur leur manière de voir leur ambition et d'ambitionner le futur. Ben oui, bien sûr, c'est au fond pour le petit garçon est d'emblée projeté dans une certaine image de réussite qui correspond à des stéréotypes véhiculés tous les jours partout et que ses parents contribuent à entretenir. Et la femme, c'est pareil. Donc la femme qui veut faire tout à fait autre chose, qui n'a pas envie d'enfants, qui n'a pas envie de se marier, pour qui créer, par exemple, c'est ce qu'il y a de plus important, ben, elle va se retrouver décalée. Et petit à petit, elle va devoir s'extirper d'une espèce de gang dans laquelle on la maintient en lui disant mais non, le plus important c'est la famille, c'est l'équilibre, c'est les enfants, tout ça. Donc, c'est terrible ça. Voilà. Donc tout ça, c'est une espèce de d'exploration permanente en fait, de ce qu'on a reçu, de comment on a été construit. Et d'une volonté de se libérer et de devenir de plus en plus conscient de ce qu'on porte. Marie-France, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi, j'appuie ce que tu dis. Non, mais parce que ce que tu disais sur les hommes, je pense qu'effectivement, ils sont souvent aussi soumis à cette pression. C'est ce que tu cherchais à décortiquer. Ils ont leur propre pression. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'après, si tu veux, tout comme tu disais, Juliette, si tu veux ne pas avoir d'enfants, ne pas te marier, un homme qui veut s'occuper de sa famille et qui n'a pas envie de faire carrière et qui, voilà, c'est énorme à assumer. C'est un truc qui est, enfin, je veux dire, c'est le pionnier et puis c'est dingue de se dire aujourd'hui que c'est comme ça. Et donc, moi, je sais qu'il y a je me souviens, mais je l'ai jamais retrouvé, il y avait une association d'employés de la défense qui avait fait une espèce de groupe pour dire on a le droit de partir à 5h30 parce qu'on va chercher nos enfants. Et ça reste quelque chose, dans certaines cultures à Paris, on travaille jusqu'à 7h30, etc. Donc voilà, c'est tous ces petits détails qui font des empêcheurs de changer de fonctionnement. Et même si tu veux le faire, c'est un énorme effort de changer la logique. Colette, oui, bien sûr. Justement, pour rebondir sur ce partage des tâches et sur les rôles qui sont, enfin les modèles qui sont imposés, il y a eu une évolution. Il y a un rapport de l'Office cantonal des statistiques qui est sorti il y a 2 semaines et qui montrait comment on est passé depuis les années 50, je vais y arriver, où le modèle était l'homme travaille à plein temps et la femme ne travaille pas et reste à la maison s'occuper des enfants, à un nouveau modèle bourgeois qui est l'homme travaille à plein temps et la femme, la mère, travaille à temps partiel. Donc il y a eu cette modification qui permet en tout cas aux femmes, en effet, d'investir également le milieu professionnel, mais à temps partiel avec tous les problèmes que cela pose pour l'accès au perfectionnement, l'accès aux carrières, aux postes de cadre, où il y a un petit peu le culte, où on ne peut pas être cadre si on n'est pas à plein temps, en travaillant jusqu'à 19h, 20h le soir. Et avant qu'on arrive à des modèles plus équilibrés, où tout le monde est plus ou moins à temps partiel, il y aura encore du chemin à parcourir. Du coup, j'avais une question en fait pour chacun, une qui était plus personnelle de ton côté, Sylvie, parce que tu disais, au début, j'avais pas d'enfants, maintenant j'ai des enfants. Est-ce que ton rapport à l'ambition, est-ce que ça a changé aussi en changeant de statut dans la vie privée? Oui, moi je trouve le fait d'avoir un enfant, ça me pousse à être encore ambitieux parce que c'est que j'ai peu de temps à disposition, donc je me rends compte que c'est plus simple maintenant de plutôt diriger une équipe parce que j'arrive pas à tout faire moi-même. Donc moi je pense ça, et puis en même temps l'entrepreneuriat des fois ça peut être bien aussi pour les mères parce que si les entreprises offrent des structures qui sont vraiment très rigides, en étant entrepreneur, on arrive à s'organiser soi-même. Donc oui, ça m'a changé, mais d'autant plus ça me pousse vraiment à vouloir... Donc ça t'a donné ça t'a encore plus énergisé. Ça m'a boosté encore dans ce sens. Puis après, par rapport à ce que vous disiez, ce qui m'a toujours motivée, c'est la rébellion. Je veux dire, même si on voit que tout le monde dit oui, il faut faire ça, comme ça, c'est la rébellion. Et c'est ce que tu disais aussi par rapport à la Silicon Valley, puis le lien avec Flower Power, le mouvement. C'est vraiment que la rébellion, la contre-culture, ça pousse à changer les choses. Et j'espère que de plus en plus de filles, en tout cas moi, si quelqu'un me dit « Ah non, mais tu vas jamais y arriver », ça motive. Je veux dire, c'est... Mais d'ailleurs, moi j'ai observé, j'en sais rien, c'est totalement subjectif, mais j'ai vu beaucoup plus de
femmes et de femmes autour de moi avoir l'esprit rebelle en se disant il faut changer, on va changer, on peut changer, que d'hommes autour de moi qui disaient allez, c'était plus, je l'ai observé vers plus avec 1, 2, 3, plus avec des femmes que des hommes. Mais comme c'est subjectif, j'aurais bien voulu voir si... Nicolas, qu'en penses-tu ? Je pense qu'il faut faire aussi attention à quels sont les milieux en question, parce que c'est suivant les classes d'âge ou les classes socio-professionnelles, c'est différent. Moi, je veux pas être le représentant de l'homme qui règle le planche, parce que c'est pas du tout mon cas. Non, c'est rare. En plus, j'ai pas été éduqué comme ça, donc c'est vraiment. Mais par rapport, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la question du futur et de l'ambition ? En fait, j'avais une autre question quand on parlait il y a deux choses en même temps. Quand on parlait du rapport à l'ambition, des hommes, des femmes, de la place de chacun, etc. Est-ce que c'est des questions qui sont abordées, mais spécifiquement dans les mandats, que ce soit pour des villes, est-ce que c'est des questions qui sont abordées ? Ouais, il faut peut-être prendre un exemple concret. Oui. Par exemple, je travaille récemment sur ces questions. Vous avez peut-être entendu parler de ces questions de villes intelligentes, d'idées. En général, ça vient de grandes entreprises technologiques qui veulent mettre des capteurs partout dans la ville, et puis ça va permettre d'automatiser, de réguler, de rendre efficace, en fait, d'optimiser la ville. La plupart des municipalités avec qui je travaille, qu'il s'agisse de la ville de Genève, j'ai travaillé également avec la ville de Lyon en France ou Nantes, se rendent bien compte que tout ça, c'est une vision qui est... En gros, c'est des entreprises qui veulent leur vendre ces technologies, mais que les villes sont déjà intelligentes et qu'il y a déjà une forme de vivre ensemble qui existe, et qu'une manière d'améliorer les choses, c'est de respecter la diversité des habitants, des habitantes, des différentes classes d'âge, et donc de faire attention à ce que l'optimisation soit pas le leitmotiv, en fait, la logique qui vienne demain. Donc quand on travaille, par exemple, faire des ateliers sur qu'est-ce que serait qu'améliorer la vie dans un quartier, on essaie déjà de mettre de côté la dimension technologique, et puis de faire ressortir des enjeux qui veulent venir sur qu'est-ce que c'est que être une femme le soir, est-ce qu'une famille, on parlait de ça tout à l'heure durant la pause, je prenais l'exemple d'une municipalité en France qui a choisi de faire des crèches ouvertes 24 heures sur 24. Pour justement permettre que les parents qui travaillent le soir, la nuit, il y a des gens qui sont obligés, parce qu'ils sont médecins, infirmières, etc. Et que ce soit possible. Et ça, c'est tout ce qu'on oublie quand on entend parler de ces scénarios très futuristes où on pense technologie, alors qu'en fait, c'est de trouver des moyens de respecter des modes de vie, des manières d'être. Et ça se comprend bien au niveau justement de l'élaboration de ces scénarios. Maintenant, quand il s'agit de chiffrer ce que ça va coûter en termes de services publics, services parapublics ou privés, c'est là que ça devient plus compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant dans ce qui était dit tout à l'heure sur ça se passe peut-être bien les questions de diversité, notamment genrée à l'école, encore que ça peut être amélioré évidemment, mais après il y a toutes sortes de petits mécanismes, de la même manière que dans l'enfance, je pense, ce que vous disiez, qui font que il y a un genre ou un sexe qui va être avantagé, des âges qui vont être avantagés, l'espace public la nuit, c'est quand même plutôt un espace masculin, pour prendre un exemple concret qui ressort souvent dans les scénarios prospectifs sur lesquels on travaille, et du coup comment essayer de dégager des pistes de solutions qui permettent de tenir compte de ces problèmes. Et un des premiers enjeux, c'est déjà de les mettre en avant et d'essayer de faire accepter. Tout le monde ne comprend pas que l'espace, la nuit, est un espace masculin, par exemple. Et ça, c'est déjà un progrès de les expliciter, puis ensuite de trouver des mécanismes pour essayer d'infléchir ces voies-là. Et puis cette manière de faire en tenant compte des citoyens et des citoyennes, en réfléchissant aussi à l'aménagement des espaces publics, il y a 15 ans, c'était peut-être pas sur les villes intelligentes, mais tu as l'impression qu'il y a des ambitions collectives qui ont changé par rapport à il y a 15 ans quand tu as commencé à travailler sur ces thématiques ? Il y a un autre enjeu qui est certain et dont on n'a pas parlé ici, c'est les enjeux écologiques.
votation ce week-end. Donc qui sont, enfin, et le fait, c'est pas nécessairement d'un enjeu purement écologique, c'est de se dire mais si on veut vivre ensemble collectivement sur cette planète, sur ce continent, dans ce canton, enfin enfin, une ambition juste individuelle ne suffit pas. Et ça, c'est des choses que moi je vois de plus en plus apparaître, de se dire mais il faut retrouver une espèce de projet de société commun et donc d'avoir des espèces de lignes directrices qui imaginent autre chose que l'espèce de dystopie catastrophique qu'on nous annonce et dans lequel on va quand même droit devant. C'est important d'essayer de trouver des alternatives. Et du coup, est-ce qu'il y a ce côté où on dit souvent que les nouvelles générations entrepreneuriat social, elles sont plus engagées que les anciennes. Sylvie, avec les différentes générations d'entrepreneurs que tu vois autour de toi, est-ce que tu vois des changements et des différences ? Oui, clairement. Je crois que tout le monde s'intéresse à la collectivité maintenant. Tout le monde construit aussi est conscient du fait de construire un capital social et de contribuer à un écosystème. Ça, je vois clairement. J'ai quand même l'impression qu'on devient plus individualiste, mais aussi plus collectiviste en même temps. Mm-hmm. À quel niveau individualiste et à quel niveau collectif ? Individualiste plutôt au niveau où on veut toujours mieux se connaître aussi. Je crois qu'on est beaucoup plus sensible à comment on va, comment on se sent. À son équilibre, c'est ce qu'on voit, il y a sérénité, équilibre, exactement, tout à son ça, je pense qu'on est bien-être. beaucoup plus attentif par rapport à ça. Puis collectiviste, voilà, aussi réseaux sociaux, c'est des communautés, on se perçoit plus comme partie d'une communauté plutôt virtuelle, je pense. Oui. Ok. Est-ce que toi, à la Haute École de Gestion, tu vois aussi des différences en fait On sent que non. Alors j'aimerais beaucoup que les étudiants de la Haute École de Gestion de Genève, j'aime beaucoup l'école auquel je travaille, j'aime beaucoup mes collègues et les étudiants, mais je trouve il faut savoir que la plupart des étudiants sont des étudiants en économie d'entreprise, sinon on a 3 autres filières. Bien sûr qu'il y en a qui sont animés d'un projet collectif social, bien évidemment, mais je dirais pas que c'est la majorité. Et voilà, c'est quelque chose. On a notre campus qui s'est agrandi, ça fait vraiment partie de nos projets de développer un esprit quand même plus collectif, plus voilà. Mais vous avez des branches économie sociale et solidaire, développement durable. Oui, alors bien sûr qu'au niveau des formations, on a le management durable. Et nous, au niveau enseignement, il y a une majeure, ce qu'on appelle, il y a des étudiants de 3e année qui choisissent vraiment de prendre comme spécialité le management durable. Donc oui, il y a, mais on n'est pas encore dans un truc de majorité. Moi, il me semble que cette histoire d'ambition par rapport aux femmes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En tout cas, aider les femmes à évoluer professionnellement comme elles le souhaitent, c'est quelque chose qui m'habite depuis des années, donc je l'ai fait. Je dois dire que c'est la naissance de ma fille quand j'avais 40 ans qui a fait que je suis devenue entrepreneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je savais que je n'aurais qu'elle. Elle était là et c'est devenu vraiment ma priorité. Donc, il a fallu que je me dise comment je vais faire pour m'en sortir. Et c'est ça qui fait que je me suis dit, bon, alors je vais trouver une solution. Donc, je me suis trouvé ce travail à la Haute École de Gestion qui fait que j'ai un fixe. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise, j'avais déjà des mandats. Mais c'est grâce à elle que j'ai fait ces choix-là. Par contre, où ça devient compliqué pour moi, c'est que je vis seule avec ma fille qui a 17 ans maintenant. Et alors, ok, mais maintenant j'ai une fille, qui fait plein de trucs, qui a plein de possibilités. Puis je me dis, mais aïe, quel modèle elle a ? Quel modèle elle a eu ? Vous dites, vous êtes fatiguée. J'ai 57 ans, je commence à être super fatiguée. Quand je vois ma fille au rythme où elle est partie, je me dis, voilà, comment je vais faire ? Enfin, comment faire ? Voilà, qu'est-ce que je transmets ? C'est une vraie question. J'ai plein de trucs à dire. Voilà. Vous êtes là demain. Non mais je vais faire court. Oui, non, mais ça va m'aider. Mais... Oui, parce que en fait, nous en tant que parents, on se pose toujours cette question-là qui est en fait c'est pas une bonne question parce que chacun de nous a eu des parents, chacun de nous doit se dépatouiller avec les parents qu'il a eus et c'est à chaque fois un nouveau défi. Peu importe que les parents aient pas fait ce qu'il fallait, personne n'a jamais fait ce qu'il fallait parfaitement, mais on fait avec. Et donc je pense que c'est bien sûr qu'on transmet plein de choses, on sait absolument souvent pas ce qu'on transmet, mais
faut rester aussi optimiste. Et tant qu'on a confiance dans nos enfants, ils vont faire le tri. Ils feront le tri. Il y aura du bon, il y aura du mauvais, mais au fond, ils vont accommoder ça et faire leur salade. Et je pense que au fond, c'est ça le défi de chacun dans la vie. C'est avec la salade des parents là, comment est-ce qu'on peut faire pour, en rajoutant notre truc à nous, que ça ait notre goût, un goût singulier qui nous plaît à nous. Donc, en tant que parent, je pense qu'il faut se la jouer un peu cool, quoi. Faut pas trop culpabiliser ce qu'on a transmis. Il y a plein de choses, vous pouvez même pas imaginer, ça vous donnerait froid dans le dos. Mais en même temps, c'est pas grave. C'est pas grave parce que nos enfants sont créatifs. Non, mais ils sont créatifs et en fait, ils vont relever le défi, comme chacun de nous a fait, et ils auront d'autres outils et d'autres choses pour avancer et voir les choses autrement. Donc, la question de la transmission qui se pose quand même depuis la nuit des temps n'a jamais empêché personne de continuer à vivre et à porter des projets. Donc voilà. Du coup, j'ai juste une petite question, Juliette. Est-ce que le fait que la diversité des familles, que maintenant, de plus en plus, la famille, c'est pas papa, maman, les deux enfants, et c'est déjà des parents avec différents âges, c'est des parents du même sexe, c'est des parents qui font des enfants seuls, toutes ces diversités-là, est-ce que ça va avoir un impact sur la façon de pouvoir percevoir différentes ambitions, différents modèles? Est-ce que ça... Ouais. Je pense que réellement, ça crée des ouvertures. Les modèles sont moins figés qu'il y a même 10 ans ou 20 ans, ou voire 40 ou plus que ça. Les modèles s'ouvrent. Il y a des choses différentes qui apparaissent, des couples différents. Maintenant, c'est pas pour les choses restent complexes. C'est pas pour autant que tout le monde va vivre et réaliser son ambition librement. Parce que bien sûr, l'inconscient existe et donc tout ce qu'on va pouvoir faire et qui est plus ouvert qu'avant, c'est bien, c'est chouette, ça crée du nouveau. Mais il faut pas oublier la partie inconsciente qui va parfois justement, et c'est là que moi j'interviens, venir grignoter sur notre ambition et nous empêcher de nous développer aussi librement qu'on pense pouvoir le faire. Donc il y a vraiment un double mouvement. À la fois, on est évidemment beaucoup plus libre qu'à des époques précédentes, hein, c'est clair. Et donc on a accès à plein d'autres modèles, plein de façons de vivre différentes, et notamment dans les grandes villes. Mais en même temps, il y a quelque chose quand même de l'histoire familiale qui n'est jamais complètement terminée et qui vient parfois nous rattraper en disant non, mais ça t'as pas le droit de le faire. Regarde ta grand-mère, elle en a tellement chié entre guillemets que tu vas pas pouvoir vivre la vie dont tu rêves. Donc il faut pas oublier que c'est vraiment c'est une lutte en fait, hein, quand même de tous les jours. Donc, dans un sens, ce que tu dis, c'est qu'il y a c'est pas disciplinarité, mais en fait, la pluralité des modèles est positive par rapport à la construction de soi, les différentes ambitions et peu pour avancer. Par contre, on se retrouve à toujours chez le psy avec la même question par rapport à la grand-mère. Ouais. Mais oui, parce qu'au fond, il faudrait pas imaginer que parce qu'on est plus libre et qu'on a plus d'ouverture et de possibilités, pour autant, on a toute l'attitude pour avancer. La famille existera toujours et elle aura toujours son effet limitant parce que ça fait partie du jeu, quoi. Donc voilà, il faut être vigilant et rester conscient que nos parents nous ont formatés d'une certaine manière, aussi libres qu'ils puissent avoir été. Je peux regarder l'heure. Et du coup, parce qu'on arrive bientôt, on a fait une première heure et j'avais envie de vous questionner, parce que je ne suis pas sûre que vous resterez après pour les ateliers. Est-ce que vous arriveriez comme ça à donner vos ambitions pour le monde de demain? Est-ce que vous avez des images très fortes de ce que vous auriez envie qu'il soit, ce monde de demain? Qui veut commencer? Pour moi, dans le monde de demain, j'espère vraiment que les hommes et les femmes aient trouvé un moyen de vivre ensemble et de travailler ensemble. Et ça demande de l'imagination, de la créativité, mais aussi de l'énergie et de la pugnacité. Et je souhaite vraiment qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on ait ce choix. Soit d'être plus avec nos enfants, soit de ci, soit de là. Et pour moi, c'est quelque chose qui est le plus important. Et tu as commencé par le travail, de travailler ensemble. Mais donc, pour toi, dans le futur, il y a du travail.
Alors, pour Et moi, l'amour. alors, peut-être que je suis dans une période où l'amour c'est différent, mais non mais je plaisante, mais pour dire, On peut en parler, moi si tu j'y veux. crois pas. Oui, on peut en parler, c'est une autre soirée. Non mais moi je crois pas. J'avoue, j'ai de la peine à croire à ce modèle. Oui, moi j'ai très envie de moins travailler, etc., etc. Mais on a beaucoup de rêves. On voit, oui, alors machin, il a réussi, il a fait sur Internet, puis c'est super. Il a fait sa start-up et puis génial. Oui, c'est possible, ça existe, mais je pense que un minimum de travail, en tout cas, pour vivre, mais justement pour avoir cette fameuse équilibre vie professionnelle, vie familiale, il y a le professionnel. Et pour moi, la plus grande difficulté en ce moment, c'est de se retrouver hommes et femmes avec les mêmes possibilités au niveau travail. Puis après, ça découle dans la vie privée. Mais oui, il y a un peu de travail. Oui. Ouais. Sylvie, monde de demain. Moi, j'aurais envie de plus de diversité et puis aussi dans un monde économique. Parce que beaucoup de fois maintenant, si je travaille avec des grands cadres d'entreprise et puis je les regarde et je me dis genre, mais ils sont tous habillés la même chose, ils pensent la même chose, ils sont issus des mêmes écoles, puis ils dirigent quand même une grande partie de notre monde. Hein. Donc moi, j'ai trop envie de faire bouger les choses et je pense Comment tu t'y prendrais? Quels seraient les moyens aussi pour qu'à un moment donné, on aille, je sais pas, en costume de bain au boulot ou... Tu m'écoutes pas? Non, costume de bain, non. Mais je pense que maintenant, je suis en train de travailler sur des études qui prouvent en fait que la diversité, c'est bien pour l'innovation aussi. Donc, exactement. Donc, vraiment d'argumenter aussi un peu de ce point de vue innovation économique. Et du coup, on parle diversité, mais la place du monde culturel, parce qu'aujourd'hui, le monde culturel, soit on va au théâtre, soit on va bosser. Exactement. Mais on va pas, on va pas bosser au théâtre. J'essaie de le dire, on va pas aller au théâtre au boulot. Mais dans le nouveau message fédéral culturel, par exemple, c'est marqué que la culture est un super labo de recherche pour l'économie aussi. Je pense que ça vient, puis d'autant plus que toute la création numérique prend plus de place, il y a cette conscience que culture et économie doivent plus collaborer. Mais concrètement, ça donnerait quoi si culture et économie collaboraient mieux? Un exemple De la réalité virtuelle qui dépasse un simple gadget, mais qui est vraiment avec du contenu intéressant, par exemple. Mais pour toi, la réalité virtuelle, c'est de la culture? Oui. Oui, justement, parce que pour moi, c'est pas flagrant. Pour vous, c'est tous flagrant. Parce que moi, c'est pas flagrant. Parce que ça dépend le contenu. Mais ça peut. dépend le contenu. Oui. Ça peut. Ça Okay. peut tout à fait. Il y a Marie-France qui essaie de dire à Nicolas qu'il avait dit quelque chose de super intéressant quand ils avaient bu un café puis qu'elle voulait qu'il répète. Il voulait. Et dont j'ai plus aucune idée, évidemment. Ouais. Tu avais parlé justement que les nouveaux outils... Ça marche ou... Ouais. Tu avais dit justement que dans tes échanges avec les entreprises ou les villes, etc., qu'en fait, il fallait changer de paradigme, il fallait changer d'axe, etc., et que du coup, dans tes méthodologies de réflexion, tu intégrais vraiment des artistes, des designers, et que en fait, c'était une autre façon d'aborder un problème, et qu'on est tellement un peu à bout de souffle qu'on se rend compte qu'on a besoin de se tourner vers des gens qui abordent les choses très différemment. C'est aussi que, quand on parle de ces modèles un peu très classiques, standards, dont on a discuté tout à l'heure, historiquement, il y a quand même dans les différentes communautés sociales, les artistes en particulier, qui ont toujours montré d'autres voies possibles. Alors, dans des directions qui ne sont pas forcément celles que ici on serait satisfait, mais ça nous montre des alternatives, d'autres manières de faire, d'autres manières d'être. Et ça, moi, c'est un des points qui m'intéresse dans les travaux que je mène, c'est de montrer justement d'autres des alternatives à, je sais pas, l'automatisation, les machines partout, en regardant des travaux d'artistes ou de designers, mais aussi en regardant, en sortant de notre monde, ici en Suisse, en Europe, et en voyant qu'on n'a pas tous les mêmes manières de composer des mondes, c'est un terme que des anthropologues utilisent, on ne voit pas tous le monde de la même manière, et d'aller regarder quand même ces autres formes, peuvent être des indicateurs de ce que pourrait être la vie demain. Et puis si j'avais un mot de la fin sur ce que pourrait être demain, la même manière que ce que vous disiez sur des parents qui doivent faire confiance finalement et se laisser se dépatouiller leurs enfants. Je pense que ça, c'est un peu aussi une morale collective générale dans les relations humaines. Si on veut que le monde change, aille dans une direction aussi avec une certaine ambition collective, c'est aussi d'avoir confiance dans les autres et pas se dire qu'on est supérieur aux autres, qu'on sait mieux. Alors ça veut dire aussi de lâcher un peu de lest et puis aller à devoir négocier et discuter. Mais
qu'il s'agisse du monde de la technologie ou pas, hein, d'ailleurs, mais un monde dans lequel on peut faire confiance à l'autre et on le suspecte pas d'être trop ambitieux, de vouloir aller dans des mauvaises directions, c'est déjà un pas dans essayer de faire quelque chose ensemble. Avant de vous entendre aussi sur cette thématique, mais j'ai un court-circuit intérieur sur le fait où tu parlais que la culture c'est réalité virtuelle, et puis en fait le fait qu'en fait on propose d'échanger plus avec d'autres cultures, avec d'autres personnes, et puis en même temps on augmente la réalité virtuelle, et j'ai un côté mamie, hein, mais je vois pas la réalité virtuelle, échanger plus avec l'autre, moi j'y vois, et je pense être pas la seule, c'est peut-être par manque de connaissances, mais j'y vois une contradiction énorme entre l'augmentation de la réalité virtuelle et plus d'amour. Non, mais voyez, parce que c'était plus de liens entre les êtres, ou plus... ça te semble bizarre comme question ? Il y a différents types d'amour, je veux dire. L'amour physique, ou tu parles de... Non, je dis... ça, j'avais hyper envie d'en parler, mais on m'a dit non, pas tout de suite, tu vas les bloquer. Non, mais parce que j'ai placé l'amour juste pour dire que pour moi, il y a un décalage entre l'augmentation du virtuel et l'augmentation de la qualité des relations humaines. Pour faire court. Mais je pense qu'il y a vraiment des relations très très fortes qui sont purement virtuelles. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ? Donne des exemples. Hein ? Donne des exemples. J'en connais pas. Peut-être. Non, mais je m'imagine. J'ai juste lu ce livre de David Calvo qui... Bon, ça, mais... Toi, t'en connais ? Comme ethnographe ? Non, je veux pas être non plus un défenseur absolument de la réalité virtuelle. Hein. Ah, mais en fait, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment une question. Les technologies et le numérique sont souvent accusés d'être aliénantes, d'éloigner les gens, mais souvent ce qui se passe, c'est que ça amplifie en fait des comportements existants, et pour certaines personnes, ça va être peut-être aliénant et mettre de la distance. Pour d'autres, ça va les mettre dans une bulle. Pour d'autres, ça va permettre d'avoir énormément de relations sociales. Moi, mes associés qui sont en Espagne et aux États-Unis, je les ai rencontrés par Internet, en fait. Hein. Mais on ne peut pas généraliser à partir d'un certain cas. Et suivant les situations sociales, suivant nos habitudes, nos pratiques, la technologie peut ou non éloigner. Donc je dirais que ça dépend dont on les utilise, dont on propose des contenus. Maintenant, c'est difficile de généraliser. Oui. On n'est pas obligé de mettre des chiffres. Non, mais ce que j'ai entendu surtout, c'est qu'au fond, cette technologie est vraiment une possibilité aussi d'optimiser les relations humaines en créant des ponts face à des gens qui n'avaient pas de ponts avant. Mais comme tout outil, c'est un outil, c'est-à-dire que ça peut être un outil qui empêche les relations. C'est beau, ça conclusion. On ne peut pas généraliser. Enfin, Mais après, on pourra, si vous voulez élaborer, on arrive tout de suite aux questions. Je voulais pas du tout mais on pourra revenir dessus. Parce que je voulais juste encore vous entendre toutes les deux sur votre monde de demain, vos ambitions pour demain. Ce serait quoi, Colette ? Alors, que les bureaux de l'égalité n'aient plus besoin d'exister, puisqu'on aurait en tout cas une égalité des chances, une égalité des chances par rapport aux choix possibles entre femmes et hommes, qu'il y ait une diversité dans les positions professionnelles, dans les modèles de vie ou de famille. Donc en effet, le monde idéal de demain serait sans bureau de l'égalité. Mais du coup, vous travailleriez où, Colette ? Vu mon âge, de toute façon, je pense que j'aurais du travail jusqu'à la retraite. Non, mais en effet, on n'aurait plus de travail, mais on pourrait faire autre chose. Donc, c'est pas un problème. Donc, dans votre monde de demain, on ne travaille pas jusqu'à 100 ans. En effet, il y aurait un équilibre aussi entre la phase de travail salarié et la phase de travail bénévole, associatif, d'engagement pour un monde meilleur, collaboration avec les domaines artistiques. Donc, oui, il y aurait plus d'équilibre. Plus d'équilibre. Merci, Colette. Eh ben moi, ce serait un monde où on cultiverait le réenchantement, c'est-à-dire où les gens se poseraient plus souvent la question du sens, qui est une question qui est absente de partout, et c'est bien dommage, je trouve. Un monde organique, on en avait parlé avec toi, hein, où les dimensions s'interpénétreraient plus, où la nature serait enfin respectée, où l'écologie serait une valeur primordiale. Et où les stéréotypes auraient complètement disparu. Voilà, c'est ça le monde dont je rêve. Tu peux me dire auront. Auront. Et c'est vrai que ça me fait penser à ce que Juliette, sur la place de la culture en entreprise, la place de la nature en entreprise.
C'est-à-dire que c'est quelque chose, pour l'instant on parle d'écologie comme si on voulait sauver une planète, par contre c'est comme si on voulait faire un grand jardin botanique et on se dit pas, ben tiens, la nature, si elle entrait, elle, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que ça c'est présent, le fait de faire rentrer la nature dans le monde de l'entreprise plus que d'essayer de la sauvegarder? Ben voilà une idée qu'elle est bonne. Oui, bien évidemment. Nous avons différents projets comme Urban Farmers et d'autres. Oui, oui, clairement, c'est important. Je ne m'occupe pas de ce domaine, en fait. On a tout un département de durabilité, mais... mais donc ça n'a pas l'air... La culture, ça va plus de soi dans les cultures innovation d'amener la culture, mais pas forcément encore la nature. Non. D'accord. Non, pas encore. Pas encore. Non, pas Alors, encore. une idée, des consultants en nature en entreprise, là, Ouais. Oui. Marianne, tu voulais ajouter quelque chose, puis après on va laisser le temps d'échange. Non, t'es sûre? T'es sûre? Non, je voulais dire, il faut se méfier d'un truc. Je viens de finir, non, c'est pas ça, mais bref, la pleine conscience, par exemple. On parle de nature, bonheur au travail, de recherche de bien-être, donc je suis en plein dedans. J'ai pas répondu à l'enquête, mais j'aurais tout mis pareil, amour. Maintenant, ce que je trouve qui est pas du tout évident, c'est que comme la pleine conscience, par exemple, c'est pas la nature, mais c'est quand même, voilà, on se recentre, on prend l'énergie du sol. C'est quand même souvent, c'est un trend qui est important. Moi-même, je pratique, c'est super. Mais en entreprise, c'est toujours où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. Oui, il faut qu'on ait le bien-être, le bonheur au travail. C'est le grand truc, hein. Le bonheur au travail et tout ça. C'est vrai que c'est fondamental. Par exemple, SIG, je ne sais pas, vous savez, a pris, c'est quand même une très grande entreprise chez nous, au niveau de la flexibilité du temps de travail, de l'organisation de l'espace. C'est assez génial, mais je me demande toujours après, attention jusqu'où on va, parce qu'après il y a quand même toujours la notion de productivité. Donc c'est voilà, c'est vraiment approprier ça pour des valeurs très subtiles. Voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est très subtil et où je vous rejoins, et je pense que beaucoup de gens, c'est que ce qui est important, c'est le sens. Quel sens moi je mets dans ce que je fais, quel sens je mets dans mes actions. Voilà, par exemple, si je suis président du Cercle suisse des administratifs, parce que je me dis, on a ce stéréotype des femmes, membres de conseil d'administration, de ces gros là, qui fument des cigares et qui se tapent dans le dos. Et ben, moi, je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est pas du tout mon truc et tout. Voilà, nous tous, où on est, quel sens on met dans ce qu'on fait. Et moi, je me dis, c'est de là que, voilà, c'est de là que j'ai de l'espoir et de l'optimisme, plus que dans des grands mouvements. Merci. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer la parole aux personnes qui auraient peut-être des questions, je vais déjà vous laisser Marie-France aussi, peut-être à vous de vous demander est-ce qu'il y a une question que vous trouviez essentielle et que je ne vous ai pas posée? Ce que dit Marianne, c'est essentiel et c'est très piégeant en fait. C'est qu'effectivement, on est tout le temps dans ce truc et on le voit toujours, c'est cette façon dont une sorte de tendance est en train d'émerger et comment elle est récupérée par un système et comment est-ce qu'effectivement tu gardes des envies de mécanismes qui changent et tu les gardes individuelles au sens où Sylvie en parlait. C'est-à-dire, mais ça c'est toute une question... philosophique, c'est-à-dire qu'effectivement la société est quand même toujours là pour servir à une intention qu'elle a, elle, très clairement définie. Et donc voilà, il faut pas être naïf là-dessus, mais il faut non plus pas être dépressif et donc essayer quand même ni naïf ni dépressif. Ce serait un super titre pour un prochain moment du talk. Ok, merci. Alors, j'ouvre un peu aux questions. On a toujours un truc de balader le micro. Si tout à coup vous avez besoin d'un micro pour poser la question, je cours. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que il y a quelque chose qui vous titille, que vous avez envie de partager, une question que vous avez envie de poser à une ou un de nos intervenants? Qu'on peut commencer par applaudir, non? Parce que bon boulot.